bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cet événement en ligne de Mediatico avant les élections régionales. Un petit mot peut-être sur Mediatico pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un média en ligne qui est agréé ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale. Nous sommes spécialisés depuis 8 ans sur l'économie sociale et solidaire et sur l'économie à impact. On produit une newsletter chaque semaine, des vidéos pour parler de l'actualité de l'économie sociale et solidaire et pour valoriser les acteurs de l'ESS aussi. Nous sommes un média donc, qui a des abonnements à partir de 5 € par mois pour pouvoir accéder à tous nos contenus. Et puis, un petit mot aussi sur cet événement qui s'appelle Impact. C'est la 25e édition d'Impact. Ça fait 3 ans qu'on le fait. En fait, Impact, c'est l'événement public de Mediatico. Public, alors ça, c'était avant le confinement. Puis, j'espère que ça va reprendre maintenant. Un événement public qui permet en fait à nos lecteurs de rencontrer physiquement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avec, d'habitude, on fait une interview face à face au début. Et puis, c'est suivi de présentations d'acteurs de l'ESS. Et c'est encore suivi d'une table ronde. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire en ligne ensemble, on va d'abord parler de la République de l'ESS avec Jérôme Sadier, qui est président de l'ESS France, qui nous a déjà rejoint. Et puis, on ira en région pour rencontrer 4 directeurs et directrices de chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle les CRES. Et ils vont nous dire comment ils abordent dans leur région cette période électorale compte tenu de leurs enjeux de territoire. Et merci donc Jérôme Sadier d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le président du Crédit Coopératif, le président de l'Avis, le président d'ESS France. ESS France, donc c'est la structure fêtière qui chapeaute à peu près tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire en France. Et alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se mobilisent chaque fois à l'occasion des élections, parce qu'en fait, c'est l'occasion de faire du plaidoyer, c'est l'occasion d'interpeller les candidats, c'est l'occasion de faire valoir les propositions de l'économie sociale et solidaire. Et chez ESS France, donc cette tête de réseau de tous les acteurs de l'ESS en France, vous avez lancé fin 2020, Jérôme, un projet qui s'appelle la République de l'ESS. Et c'est par ça que je voudrais qu'on commence à discuter dans cet événement. Racontez-nous un petit peu comment est né ce projet, la République de l'ESS. D'abord, bonjour à tous. Merci à Mediatico pour son invitation. Bonjour également aux remarquables directeurs de CRES qui vont s'exprimer après. Pour répondre aussi précisément et rapidement que possible à votre question, Frédéric, écoutez, en fait, il y a une conjonction de facteurs. Il se trouve que l'idée de la République de l'ESS est née dans le moment de sidération du premier confinement. Voilà. Donc, il y a maintenant plus d'1 an, lorsque fleurissaient les tribunes sur le monde d'après, puisque par définition, ce qui nous tombait sur le coin de la figure, la crise économique et sociale suivant la crise sanitaire, les interprétations qu'on pouvait en avoir sur la façon dont l'économie fonctionnait, la mondialisation des échanges, la rupture des barrières dans les écosystèmes, etc., faisait que nécessairement, il y aura un monde d'après qui serait beaucoup plus vertueux, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus écologique que le monde d'avant. C'est pas que je sois particulièrement pessimiste, mais je pense que ça ne se décrète pas comme ça. Et ces tribunes sur le monde d'après me faisaient penser qu'il y avait beaucoup de pétitions de principe, mais que néanmoins on identifiait assez peu les éléments qui allaient pouvoir nous permettre de construire ce monde d'après, à condition d'opérer un certain nombre de ruptures ou de transitions selon les sujets. Et j'ai la conviction partagée, je sais, que l'économie sociale et solidaire fait partie des solutions. C'est pas, sans doute pas la seule, mais en tout cas, ce que propose l'économie sociale et solidaire fait partie des solutions pour construire le monde d'après. Sauf que, encore faut-il le dire fortement, le dire pourquoi et dire à peu près comment. Et donc, j'ai souhaité lancer à l'époque un appel à tous ceux qui font l'ESS au quotidien, à quelque niveau que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des dirigeants dans des grandes structures ou dans des petites structures, des bénévoles comme des salariés, des responsables de manière plus générale, des gens engagés, pour qu'on se mobilise tous pour faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit au bon niveau, en fait, dans la construction du monde d'après, parce qu'elle existe, elle est définie, mais elle n'est pas toujours bien comprise quant à ce qu'elle fait et ce qu'elle veut.
Et donc, en fait, le projet de la République de l'ESS, c'est un projet politique au sens large du terme et noble du terme, qui vise à remettre l'économie sociale et solidaire dans le débat public au bon endroit, comme faisant partie des solutions, et avec, au-delà de ce qu'on dit régulièrement sur l'ESS, c'est-à-dire soit des principes un peu généraux qui ne s'incarnent pas toujours ou difficilement, soit des micro-initiatives, je prends deux extrêmes caricaturaux, mais ça fait partie de notre vie quotidienne, ça fait partie des forces économiques qui ont puissant effet levier, et je souhaitais qu'on puisse se doter d'une vision du monde partagée, en fait, au-delà de nos structures, de leur diversité d'activités, de taille, etc. Et qu'on puisse dire, en gros, quel monde on veut dans l'économie sociale, ce qui nous anime. Et vous l'avez dit, c'est un projet politique, parce que dans la République de l'ESS, il y a l'ESS, mais il y a la République. Et effectivement, la République, bon, bah, elle est partagée par tous les Français, on l'espère. Et derrière ce projet de la République de l'ESS, il y a des convictions, vous nous en avez déjà énuméré quelques-unes, et puis il y a des objectifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Jusqu'où est-ce que ce projet de République de l'ESS peut aller et veut aller? Bah, alors déjà, enfin, pourquoi République d'abord? Parce que je ne suis pas allé au bout de tout à l'heure. S'agissant d'un objet de plaidoyer, et notamment qui a vocation à marquer une étape importante dans l'année 2022, qui, comme vous le savez en France, est une étape importante de la vie politique, le fait de s'inscrire dans le débat républicain en tant que tel nous me semblait important. Deuxièmement, ce que nous faisons dans l'ESS, c'est souvent des mini-républiques, en fait. Parce qu'on est démocratique, on essaie de l'être en tout cas du mieux qu'on peut, mais aussi parce qu'on poursuit un objectif d'intérêt qui est soit d'intérêt général, soit d'intérêt collectif. Et ce faisant, nous contribuons, je crois, à ancrer dans notre pays un fonctionnement républicain. Troisièmement, notre vie démocratique contribue globalement à la vie républicaine du pays. En fait, ça, je crois fondamentalement au fait que la citoyenneté que nous encourageons dans nos structures, par la citoyenneté qui s'exprime sur le plan démocratique, dans l'animation de ces structures, mais aussi la contribution que nous avons à la vie démocratique et sociale du pays, fait de l'ESS en fait un objet profondément républicain. Et puis pour finir, il y a aussi le fait que ce que nous avons construit, grâce aux organisations, aux entreprises de l'économie sociale et solidaire depuis plus d'un siècle, fait partie aujourd'hui de ce qu'on peut appeler le contrat social et républicain français. C'est particulièrement vrai dans le domaine social, où la plupart des conquêtes, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui des droits sociaux, ont été acquis, certes, par le mouvement ouvrier parfois, mais aussi concrètement par des réalisations d'économie sociale et solidaire, notamment dans le monde mutualiste, mais pas que. Ce que nous sommes, je crois, incarne assez largement ce qu'est aujourd'hui le contrat social républicain français, même s'il est évidemment perfectible. Alors, derrière la République de l'ESS et derrière l'économie sociale et solidaire en général, il y a cette démarche de plaidoyer, un plaidoyer pour une économie au service du champ social et des solidarités, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est comme ça que j'ai souvent l'habitude de l'expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Mais au fond, Jérôme, est-ce qu'on n'est pas en train de construire un plaidoyer pour, de façon globale, une économie qui aurait plus d'impact? C'est le mot qui est à la mode aujourd'hui. C'est un mot aussi qui a une représentation au sein du gouvernement aujourd'hui au travers de ce que porte Olivia Grégoire, secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable. Voilà. Est-ce que c'est ce plaidoyer pour plus d'impact dans l'économie que vous voulez aussi porter, ou est-ce que vous faites une différence? Alors, Frédéric, moi, je me méfie de la mode de manière générale. Enfin, pas toujours, ça dépend des sujets quand même, mais je me méfie des mots à la mode et des mots valises. Donc, le mot impact, je le fais bien à certaines conditions, mais pas de manière générale, parce que quand on utilise le mot impact, qui n'est même pas un mot français, à vrai dire, en tout cas dans l'acception que l'on utilise là dans nos débats. Non, mais allez, je fais une concession pour le jour, je reprends à mon compte. Évidemment que nous cherchons à promouvoir une économie qui non seulement promeut, mais réfléchit sur les externalités qui sont les siennes par rapport au reste de la société. Donc, qui cherche à donner non seulement du sens pour ceux qui font, mais aussi qui cherche à faire du bien pour ceux qui bénéficient de ce que nous faisons. Mais ça va au-delà, en fait, de l'économie sociale et solidaire, parce que sinon, on peut facilement s'acheter une bonne conscience en faisant ça.
l'économie sociale et solidaire, elle se rajoute en fait, alors, ce qui peut être considéré comme des contraintes à certains égards, mais elle ne dissocie jamais le producteur du consommateur, le salarié du bénéficiaire. Et c'est le propre en fait de l'économie sociale et solidaire, en tout cas dans ses formes historiques, que, que de ne pas dissocier l'intérêt des uns et des autres, et en essayant d'associer l'intérêt des uns et des autres, de construire des organisations qui permettent d'en débattre de manière collective, autour de principes d'organisation démocratique, bien évidemment, et autour, et c'est une chose que l'économie à impact, excusez-moi, mais ignore totalement, volontairement d'ailleurs la plupart du temps, au nom d'une propriété collective. Alors évidemment, c'est pas de tendance là pour le coup de parler de propriété collective, mais néanmoins ce qui caractérise l'économie sociale et solidaire sans exception, c'est le fait que toutes nos formes d'organisation et toutes nos activités sont organisées sous la forme de propriété collective, qui justifie derrière une organisation démocratique et la non-dissociation des intérêts des uns par rapport aux intérêts des autres. Tout ceci est perfectible, sujet à débat. Néanmoins, c'est une caractéristique propre de l'économie sociale et solidaire, et c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'effacer derrière l'économie à impact. Donc, il y a ce premier point, assurément. Est-ce que, Pardon, Frédéric. non, non, je vous en prie, est-ce que vous voyez une forme de reconnaissance quand même de l'apport de l'économie sociale et solidaire dans cet effort général qu'on ressent dans les médias en tous les cas, d'essayer d'améliorer la gouvernance des entreprises classiques, j'entends? Bien sûr que de manière générale, il y a un réel mouvement, je crois, qui bénéficie à l'ensemble du monde entrepreneurial concernant la prise en compte, alors déjà, oui, ce que je disais tout à l'heure, bon, mettons l'impact, allez, pour résumer, le fait que l'entreprise se soucie des conséquences de ses activités sur le reste de la société, au-delà de la production de biens ou de services marchands, ça, je crois que le mouvement est engagé. Je ne dis pas qu'il est irréversible, parce qu'il n'y a jamais rien d'irréversible, à vrai dire, je pense, mais néanmoins, le mouvement est bien engagé, pas qu'en France d'ailleurs, il est assez largement engagé dans le monde, en tout cas partout là où on peut se permettre parfois le luxe que de le faire. Donc ça, je pense que c'est un mouvement qui est engagé, qui dépasse l'économie sociale et solidaire, qui parfois d'ailleurs la titille un peu et la stimule, et de ce point de vue-là, c'est tant mieux. Ça correspond aussi, je pense, à des grands enjeux. Au-delà de la préoccupation individuelle de telle ou telle entreprise, il y a des grands enjeux planétaires qui, je crois, je reboucle à ce que je disais tout au début, méritent d'être adressés de cette façon-là, assurément. Il y a des enjeux aussi qui sont peut-être plus spécifiques à certains pays, et notamment à la France, hein, d'attractivité des entreprises. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont du mal, considérant la nature de leurs activités, à attirer des talents et à attirer des jeunes talents. Parce qu'elles ne maîtrisent pas totalement leur impact environnemental, parce que la façon dont elles fonctionnent sur le plan social n'est pas toujours défendable, pour rester poli. Et donc, cette prise de conscience générale dans le monde de l'entreprise, qui reste quand même concrètement marginale en termes de réalisation, et je crois un vrai mouvement, et moi je ne peux que m'en féliciter. La question, c'est où se positionne l'ESS là-dedans. Je pense qu'à certains égards, elle a raison de penser qu'elle est en avance dans ce mouvement, et même très en avance sur certains sujets. Sur le sujet RH, ce n'est pas toujours le cas, à vrai dire, il faut être honnête. Mais de manière générale, elle est plutôt en avance, mais elle ne sait pas le dire, en fait. Voilà. Elle ne sait non seulement pas dire en quoi elle est en avance, mais elle ne sait pas dire non plus la raison pour laquelle elle est en avance, c'est-à-dire le choix des modèles qui sont les siens. Et moi, je plaide vraiment pour qu'au-delà des affirmations de principe, que nous sommes solidaires par nature, démocratiques en fonctionnement, etc., que les choix d'organisation qui sont les nôtres, en fait, impliquent une forme de performance qui est original. Et c'est ce type de performance qui me semble être important de mettre dans le débat sur l'économie à impact. Parce que je pense qu'après, les formes économiques entrepreneuriales resteront diverses, et fort heureusement. Il y aura de l'ESS comme il y aura de l'entreprise capitaliste. Mais la façon dont on conçoit la performance, je crois que nous avons un temps d'avance. Et c'est ça dont j'aimerais que ça puisse essaimer derrière. Alors revenons, Jérôme, sur le projet politique, sur le projet de la République de l'ESS. Rapidement, dites-nous quel est votre calendrier d'action pour porter ce projet-là au bout. Écoutez, en ce moment, nous sommes dans la phase de contribution et de débat, c'est-à-dire que dans les territoires, les CRES notamment et d'autres réseaux d'acteurs organisent des débats. Alors, bon, les conditions sanitaires conditionnent un peu la forme de ces débats à ce stade, même si ça va se décanter
d'autres manières dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc, il y a des débats thématiques. Il y a évidemment, sous la forme de webinaires qui peut-être nous saturent un peu tous, mais beaucoup d'agora sur des sujets thématiques qui marchent plutôt pas mal, à vrai dire. Donc, on recueille de la matière au gré de ces échanges. Il y a également la possibilité de contribuer par écrit. Il y a sur le site internet de la République de l'ESS la possibilité de déposer des contributions. Une Il y adresse, aura, une adresse web facile à retenir ou pas? c'est republiqueess.org, j'essaie de le mettre dans le chat. Et nous aurons, après l'été, une phase de rédaction en fait d'un texte identitaire de l'économie sociale et solidaire française, qui est en fait ce qui manque aujourd'hui, parce qu'on a des statuts juridiques, on a l'article 1 de la loi de 2014 sur l'ESS, mais finalement, ça ne dit pas grand-chose des motivations profondes qui sont les nôtres. En fait, ça parle de nos modèles, mais pas de leurs motivations. Et ce sont ces motivations collectives dans très grande diversité qu'il s'agit d'affirmer dans le débat politique. Donc, nous aurons à l'automne un texte qui dira tout ça et un événement qui sera prévu début 2022. Je ne peux malheureusement pas vous donner la date en ce moment parce qu'on a des problèmes d'organisation de logistique, mais ce sera début 2022, un événement un peu fort avec rassemblement d'acteurs, sans doute rencontre avec des candidats à l'élection présidentielle à qui nous demanderons s'ils veulent bien être président de la République de l'ESS. C'est à ce moment-là que nous officialiserons tout ça. Alors, vous nous avez dit comment on pouvait contribuer. Et dernière question, comment est-ce que ce projet s'articule sur les territoires avec les CRES? C'est aussi en écho à une réponse qui a déjà été posée dans le chat. Eh ben, je l'ai dit un peu tout à l'heure, hein, les CRES ont parfaitement l'initiative d'organiser tous les débats qu'elles souhaitent sous quelque forme que ce soit, avec des approches thématiques ou des approches généralistes pour mobiliser les acteurs. L'initiative, en fait, elle est, je vais pas dire qu'elle est open source, mais quasiment, en fait, chacun en fait à peu près ce qu'il veut. La finalité, elle est claire. On veut avoir une carte d'identité politique à la fin. Voilà. Qu'on nous entende mieux, qu'on nous comprenne mieux. Donc, franchement, au vu de la diversité de ce qu'est l'ESS en France, je pense qu'il est préférable que chacun puisse se l'approprier dans les territoires, que ce soit au niveau régional, départemental, infradépartemental. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, les chambres régionales de l'ESS, les CRES, ont toute liberté pour agir, pour relayer, pour solliciter, pour faire remonter des propositions. Merci beaucoup, Jérôme Sadier. Je propose qu'on passe maintenant à la deuxième phase de notre événement. Et je vais vous emmener dans 4 grandes régions françaises pour essayer de mieux comprendre ce que l'économie sociale et solidaire attend des candidats et des prochains exécutifs régionaux. Donc, on va en discuter maintenant avec 4 directeurs et directrices des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, à savoir Ager Kézami pour les Hauts-de-France, Pauline Petot pour Auvergne-Rhône-Alpes, Mélanie Thuillier pour la Nouvelle-Aquitaine et Christian Auger pour la Bretagne. Un grand merci à tous les 4 d'abord de nous faire l'amitié de votre présence sur cet événement médiatico. Voilà, je vais vous proposer de commencer par nous présenter un petit peu, avant de basculer sur la dynamique élection régionale, de nous présenter d'abord les spécificités de l'économie sociale et solidaire dans votre région, de nous présenter peut-être aussi votre CRES, comment elle fonctionne, et vous allez avoir 3 minutes chacun pour nous expliquer, donc c'est assez court. Et je propose qu'on commence par Ager Kézami, donc pour les Hauts-de-France. Donnez-nous quelques chiffres, parlez-nous des filières d'activité de l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-France. Tout à fait, Frédéric, merci beaucoup pour cette invitation. Et au-delà du fait que Lille soit champion de France depuis ce week-end, dans les Hauts-de-France, le SS pèse beaucoup. Je vois quelques-uns de mes collégionnaires représentés, notamment le RTES et la Massif et Aesio. Donc, le SS en Hauts-de-France, c'est 200 000 salariés. C'est 16 000 entreprises employeuses. C'est donc 3 fois le secteur automobile et 2 fois le secteur de l'artisanat en termes d'emploi. On a effectivement quelques filières. Alors, on est assez représentatif de la France, donc une filière assez représentative sont le sanitaire et social, l'insertion. Mais en termes de filières d'avenir, on a énormément de filières en création dans la transition écologique. L'ESS en Hauts-de-France, c'est entre 350 et 400 créations d'entreprises ESS par an, avec une structuration du réseau de l'accompagnement qui s'appelle Tremplin, qui est porté notamment par la région,
et par les collectivités. Et en termes de spécificité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une approche de l'ESS très locale. L'ESS, chez nous, a une échelle locale, à l'échelle d'une EPCI, voire d'une municipalité. Et depuis le Covid, nous avons de plus en plus de municipalités, nous avons le RTES qui est présent, hein, et de collectivités, notamment Picarde, qui étaient relativement éloignées de l'ESS, qui viennent de plus en plus vers nous. Ce qu'on constate aussi, c'est les reconversions en ESS. C'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons avec Sciences Po Lille depuis quelque temps pour pouvoir développer une formation dédiée aux personnes en reconversion. Et enfin, en termes de filière d'avenir, je parlais de la transition écologique, plus particulièrement de la filière bois, de la filière paille, mais aussi des tiers-lieux. Alors, vous avez cité 2 fois le RTES, hein, c'est le réseau qui notamment accompagne les élus en fait, à mieux comprendre ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, et merci beaucoup à eux d'être présents sur cet événement. Ager, vous nous aviez dit, quand on avait préparé cet événement, qu'il y avait aussi des disparités territoriales très fortes sur votre territoire, et là, à l'intérieur des départements, mais même au niveau inférieur au département. Dites-nous-en un petit mot quand même, qu'on comprenne bien vos enjeux. La politique ESS, avant fusion, était complètement différente dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. On a une approche plus lillo-lilloise au niveau du Nord-Pas-de-Calais et une approche plus institutionnelle. Alors qu'en Picardie, on a une approche beaucoup plus opérationnelle, mais tout ça est dû aussi au maillage territorial. En Picardie, nous avons des poches de villes et d'habitations, alors que dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons plutôt des densifications métropolitaines, ce qui amène en fait à avoir plus de salariés et donc plus d'entreprises en création. En termes de filière, c'est pareil, on a une approche plus transition écologique en Picardie que dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en termes de politique locale, les deux conseils régionaux de l'époque étaient tout à fait disparates dans leur approche. Une approche plus opérationnelle, plus technique en Picardie, et une approche plus politique et infra-régionale, plutôt EPCI municipale au niveau Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est d'avoir une réelle politique incitative ESS régionale et en termes de collectivité, notamment par acte, donc les PTCE. C'est un des seuls financements au niveau. Coopération économique. On va essayer d'éviter les acronymes, en tous les cas de les faire comprendre pour Tout les à fait. qui ne connaissent pas. Oui. Tout à fait. C'est un financement à hauteur d'un demi-million d'euros pour pouvoir développer ces coopérations économiques. On a également le DLA, le dispositif d'accompagnement local qui a été abondé durant cette crise. On a le DAZES également, qui est un fonds spécifique qui a été également abondé par la région durant cette crise. Et effectivement, une grande implication de la région au niveau des réseaux d'accompagnement. Le réseau Tremplin a fortement été accompagné par la région. Et à l'avenir, on espère justement que toutes ces politiques ne soient pas à reconstruire, mais à poursuivre. D'accord. Merci beaucoup, Ager Je Tezani. vous en prie. Alors, on va revenir vers vous après. Hein, on va, bien sûr, on va faire plusieurs tours de table, mais on va se tourner tout de suite vers Pauline Petot pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles sont chez vous, Pauline, les spécificités de votre territoire en matière d'économie sociale et solidaire? Bonjour et merci pour cette invitation. Du coup, les spécificités, alors comme l'a dit Ager, on a quand même un cadre assez partagé sur la façon dont se développe l'économie sociale et solidaire sur le territoire national et dans les régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes, ça reste quand même une région très, très dynamique en matière de développement économique, que ce soit côté économie sociale et solidaire, mais aussi côté économie conventionnelle. Ça en fait, en termes de nombre d'emplois et de nombre d'entreprises employeuses de l'ESS, la deuxième région de France avec presque 300 000 salariés et un peu moins de 30 000 établissements employeurs, donc juste derrière l'Île-de-France. Pour autant, quand on regarde la part de ces emplois dans le paysage régional, on est plutôt sur 8e à l'échelle nationale, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi une économie conventionnelle qui est très très dynamique.
C'est aussi une région qui développe beaucoup d'initiatives sur des aspects d'innovation et de coopération économique. On le voit donc sur les fameux pôles territoriaux de coopération qu'on vient de citer, où il y a beaucoup de PTCE, qui est l'acronyme historiques et anciens qui sont présents sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y en a partout en France, mais c'est vrai que c'était une des régions très dynamiques à l'époque. Il y a les initiatives start-up de territoire, par exemple, qui se sont aussi très fortement développées sur la région. Et puis, en termes de secteurs d'activité. Alors, on retrouve les secteurs d'activité assez classiques, historiques de l'ESS avec l'action sociale, l'enseignement, les activités financières. Et on a, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, une très forte activité touristique, alors très vraisemblablement liée aux activités de montagne, mais du coup, on retrouve beaucoup d'entreprises positionnées sur le secteur hébergement et restauration. Du coup, voilà, surtout parce qu'il y a l'arc alpin qui recense un certain nombre d'initiatives de ce type-là. Comme on a 4 métropoles présentes en région, on a aussi une disparité territoriale un peu particulière, donc avec ces métropoles qui polarisent presque la moitié des emplois de l'économie sociale et solidaire, alors même qu'on a 12 départements. Et puis, on a quand même pas mal de grosses structures employeuses, donc des entreprises de plus de 500 salariés. On en a près d'une vingtaine sur la région, principalement sur les secteurs hospitaliers et puis enseignement privé. Vous avez aussi, vous me disiez qu'il y a pas mal de développement de l'entrepreneuriat social sur votre territoire. C'est quelque chose qu'on sent sur la totalité du territoire. Oui, alors c'est quand même très fortement présent sur les métropoles et particulièrement sur la métropole de Lyon qui a un statut un peu particulier parce que la métropole de Lyon, sur son périmètre, a pris les compétences départementales et du coup, effectivement, ça crée une dynamique aussi un peu particulière. Effectivement, il y a un tissu entrepreneurial, donc avec tout un tas de dispositifs d'aide à l'entrepreneuriat, d'incubation, de financement, qui est très développé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui se développe aussi territorialement, donc à l'échelle des différents départements. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs pour la CRES, pour travailler en coordination de l'ensemble de ces dispositifs et essayer de créer des dynamiques territoriales fortes. On anime par exemple des réseaux Access, donc des réseaux de dispositifs d'accompagnement à l'ESS sur différents territoires. Et on a des discussions aussi à l'échelle régionale pour essayer d'accélérer et de faciliter les parcours d'accompagnement de ces différents porteurs de projets, alors soit entreprises existantes qui veulent aller vers l'économie sociale et solidaire, soit des porteurs de projets qui ont envie d'entreprendre sur ce modèle-là. Et voilà, et la CRES se pose vraiment comme l'accélérateur de ces écosystèmes d'entrepreneuriat social. On est là pour assembler ces acteurs-là qui proposent des services et des outils pertinents et de créer une synergie autour de la création d'entreprises, d'innovation sociale et de coopération territoriale. Merci beaucoup, Pauline Petot. Alors, n'hésitez pas, vous avez parlé des pôles territoriaux de coopération économique, vous avez parlé à Gers aussi auparavant de différents projets. N'hésitez pas à citer des noms de structures. Ça ne veut pas dire évidemment que celles que vous ne citerez pas sont moins bien, mais c'est intéressant aussi de profiter d'un événement comme celui-ci pour citer des noms, pour pouvoir se donner rendez-vous, parce que si je viens dans vos régions, peut-être que j'aurai envie d'aller rencontrer ces structures-là et toutes les personnes effectivement qui suivent cet événement-là, c'est pareil, elles ont probablement envie d'en connaître un petit peu plus et il y a beaucoup de gens curieux qui profitent des événements comme celui-ci pour découvrir des nouvelles structures. On va se tourner vers Mélanie Thuillier pour la Nouvelle-Aquitaine. Mélanie, c'est un petit peu pareil que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes une très, très grande région. Je me demande même si ce n'est pas la plus grande, d'ailleurs, des 13 régions françaises. Ça ne doit pas être évident de piloter au niveau de l'économie sociale et solidaire une région comme celle-ci. Parlez-nous, vous aussi, de vos spécificités. Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci Frédéric pour l'invitation. Effectivement, on est une grande région, puis j'ai tendance à dire une jeune région aussi, puisque la fusion, elle n'est pas si loin.
finalement, de 3 ex-régions. Donc, en plus, on s'est mariés à 3, nous, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça rajoute aussi forcément des enjeux. Une région vaste, alors effectivement, 12 départements, un petit peu moins d'acteurs qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même, puisqu'on est, nous, à 220 000 à peu près emplois dans l'ESS, avec une part de l'ESS qui représente quand même 16% de l'emploi privé. Donc, et des dynamiques un peu significatives, puisque nous, on a le département des Deux-Sèvres, par exemple, qui regroupe le siège social de nombreuses mutuelles. Donc, on a une représentation assez forte du secteur mutualiste sur notre région. On a aussi des territoires avec des cultures remarquables, ou en tout cas, je pense notamment au Pays Basque, où on a une présence des coopératives ou des dynamiques coopératives assez importantes. Et puis, on est aussi une région où on est plutôt dans une dynamique de création d'emplois dans l'ESS sur les 10 dernières années, puisqu'on a une augmentation à peu près de 9 000 emplois, ce qui fait à peu près 5% d'augmentation de l'emploi dans l'ESS. Donc, plutôt dans un… Alors, on verra l'impact de la crise Covid, bien entendu, mais on est plutôt dans une phase de progression, ou en tout cas qui continue à progresser aujourd'hui sur ce territoire. Alors, sur les filières un peu fortes, nous aussi, on va retrouver le tourisme, puisqu'on on squatte une grosse partie quand même de la façade atlantique. Donc au moins, on a cette partie tourisme balnéaire, mais on a aussi un tourisme thermal, un tourisme plus lié au territoire plus rural, je pense au Périgord, au Lot-et-Garonne. Donc, la question touristique est une question assez forte chez nous. On a d'ailleurs des acteurs qui croisent d'ailleurs le champ touristique, mais aussi d'autres champs, notamment, je pense je vais en parler parce que c'est vraiment un acteur emblématique de notre région, à l'Euskal Moneta, qui est une monnaie locale, qui est quand même la 3e monnaie locale au niveau européen, donc qui croise aussi des questions d'économie de proximité, des questions de circuits courts, des questions de relocalisation aussi, donc qui sont quand même des sujets aujourd'hui, et encore plus, j'ai envie de dire, qui animent le champ économique, et d'autant plus les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a aussi lié à une politique assez encourageante, une dynamique autour de la culture aussi assez forte, avec on a parlé tout à l'heure tiers-lieux, on a l'émergence de nombreux tiers-lieux culturels sur notre région, encore plus ces dernières années. On a d'ailleurs une dynamique tiers-lieu assez forte. Et puis la question alimentaire aussi, puisqu'on a de grandes surfaces agricoles et viticoles. On a aussi donc un grand nombre de coopératives viticoles et agricoles qui aujourd'hui se reposent la question aussi de leur statut, de ce qui fait d'eux des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, sur le champ alimentaire, on a aussi tout ce qui est projet alimentaire de territoire, où le Formacic, société coopérative d'intérêt collectif, est en forte émergence, augmentation sur notre territoire. Donc, on voit que ça répond aussi à un grand nombre d'enjeux des collectivités aujourd'hui, les statuts de l'ESS et ses partenariats publics ESS qui aujourd'hui se développent pas mal sur notre région. On a donc dans nos dynamiques aussi des territoires fortement représentés. Donc, j'ai parlé du Pays Basque, mais je pourrais vous parler du plateau des Mille Vaches aussi, qui a fait un gros travail sur la relocalisation, donc en Creuse, la relocalisation des populations en s'appuyant sur l'ESS pour mettre en place un certain nombre d'initiatives du logement un peu transitoire pour accueillir de nouvelles populations, de l'accompagnement à la recherche d'emploi, la création d'activités, des questions de renouvellement urbain. Enfin voilà, du coup, plein d'initiatives intéressantes à découvrir sur le plateau des Mille Vaches également. C'est effectivement extrêmement riche. Merci beaucoup, Mélanie. On va se tourner vers Christian Auger. Donc pour la Crèce-Bretagne, il y a aussi énormément d'initiatives autour de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, Christian. Oui, alors peut-être faut-il commencer par dire qu'à la différence de mes collègues, nous on fait partie des régions qui n'ont pas fusionné, et je crois que ça compte. Ça compte parce que le sentiment d'appartenance qu'il y a à la région, il a pu perdurer pour une région qui a une vraie identité, avec une identité maritime aussi extrêmement forte, une identité touristique aussi extrêmement forte.
voilà, enfin, en général, les Bretons se sentent Bretons, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas nés en Bretagne. On peut devenir breton, même si, si on n'a pas de sang breton, si ça veut dire quelque chose, je ne sais pas bien. Voilà. Donc, enfin, si je commence par ça, je pense que c'est parce que c'est important. Hein. La Bretagne fait partie des régions. Quand on travaille à un projet régional, on n'enlève pas des choses au niveau local, on en rajoute. Hein. Et je pense que ce n'est pas vrai sur l'ensemble du territoire. Alors, si on revient sur l'ESS, bon, la Bretagne, c'est la première région de France pour l'ESS, tout du moins en ce qui concerne la densité. Hein. Les emplois dans l'économie sociale et solidaire, ça représente un peu plus de 14% de la totalité de l'emploi régional, et ça en fait, enfin, c'est la région qui a le chiffre le plus important. Alors, en soi, on s'en fout, c'est pas très très grave, mais ce qui est important, ça nous permet à nous d'être un vrai acteur économique et un vrai acteur sur les questions d'aménagement du territoire et un acteur, l'économie sociale et solidaire, qui est reconnu et finalement incontournable. Enfin, la question ne se pose jamais. Et Christian, quand vous parlez de la densité de l'ESS en Bretagne, vous parlez en nombre d'emplois ou en nombre de structures au regard du nombre total de structures sur le territoire breton? Alors, je n'ai pas les chiffres en nombre de structures, mais en nombre d'emplois. Hein, quand je dis un peu plus de 14%, c'est un peu plus de 14% de l'emploi total de la région se retrouve dans l'économie sociale et solidaire. Et alors, quelles sont les filières qui sont les plus représentatives de l'ESS en Bretagne? Alors, les filières les plus représentatives, alors il y a un aspect qui est toujours un peu compliqué, c'est la coopération agricole qui est extrêmement présente en Bretagne. C'est une question historique. Hein. Je pense que si l'agriculture en Bretagne est devenue l'un des pôles mondiaux avec ses avantages et ses inconvénients, c'est aussi parce que il y a eu la coopération agricole à un moment donné qui a sorti l'agriculture bretonne d'un retard qui était très important. Bon, même si ce modèle-là, actuellement, ben, il est un peu, enfin, il est en tous les cas beaucoup questionné. Mais au-delà de ça, ben, on va retrouver des choses un peu classiques. Hein, dans les choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, nous, il y a quand même la question de l'économie circulaire, hein, où bon, on est en train de travailler avec les acteurs de l'économie sociale et avec les acteurs de l'économie sociale investis dans l'économie circulaire à développer de nouvelles filières, alors qui sont les mêmes qu'ailleurs. Hein, je pense aux les filières de réemploi de matériaux de seconde œuvre dans le bâtiment, des choses de genre-là, mais aussi sur la filière textile, mais aussi sur les recycleries, les ressourceries. Hein. Donc ça, c'est important. Peut-être une autre particularité aussi, c'est tout ce qui est le travail sur bien vieillir en Bretagne. Hein. Bon, comme un peu partout ailleurs, la population bretonne vieillit, encore un peu plus parce que la Bretagne, c'est aussi une terre d'accueil de personnes qui viennent y passer leur retraite. Hein. Et bah, il se passe plein de choses, mais rien n'est coordonné. En fait, il y a plein d'initiatives qui sont toutes dispersées et l'enjeu, c'est d'arriver à mettre de la synergie là-dedans, à faire se rencontrer les gens de l'ESS et les gens qui ne sont pas de l'ESS, les gens qui sont dans le privé, les gens qui sont dans le public pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Alors, vous doutez aussi que la question de bien manger avec l'agriculture telle qu'elle est en Bretagne, bah, c'est fondamental, c'est important. Voilà, c'est en train de bouger. Donc, vous voyez, on a comme ça, alors je ne les cite pas toutes, hein, mais on a comme ça un certain nombre de points de focus sur lesquels on a des enjeux importants actuellement en Bretagne. Ben, merci beaucoup, Christian, et merci à tous les quatre pour ce premier tour de table. Je propose qu'on passe au deuxième tour de table maintenant. La question qui se pose, c'est évidemment quelles sont vos attentes vis-à-vis des candidats à la veille des élections régionales. Donc, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, je ne sais pas si vous les avez tous rencontrés d'ailleurs, et bien sûr, quelles sont vos revendications, de quelle façon est-ce que vous portez votre plaidoyer. Je propose qu'on commence par Pauline Petot pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pauline, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, alors nous, on a effectivement commencé. Oui,
C'est bon, vous m'entendez? Pardon. Nous, on a effectivement commencé à rencontrer certains candidats. On a proposé aux principaux candidats de pouvoir échanger avec eux autour d'un travail que nous avons fait avec les têtes de réseau adhérentes à la CRES qui ont engagé un travail de plaidoyer, et j'en profite pour les remercier et puis remercier mes collègues qui ont fait ce travail de fourmi pendant plusieurs mois pour essayer de ressortir aussi les grandes propositions que l'on voulait porter à ce futur, à ces candidats, voilà, pour ces élections régionales. Ça aboutit à un travail assez complet qui recense 100 propositions pour un New Deal écologique et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous, on a proposé des rendez-vous à ces candidats, pas forcément pour qu'ils prennent toutes les propositions, parce que voilà, 100 propositions, ça fait quand même énormément. Alors, on a quand même détaillé ça en 6 grands chapitres. Mais en tout cas, pour qu'ils puissent piocher dedans des idées qui leur permettent de penser un peu autrement le développement économique, et en tout cas de donner à l'économie sociale et solidaire la place qui était quelques-unes de ces propositions là aujourd'hui. J'en retiendrai moi 2 qui sont en fait assez liées. C'est d'abord de pouvoir allouer 15% du budget de l'économie, ce qui représente en gros la part de l'économie sociale et solidaire dans l'économie privée. Donc, de pouvoir allouer 15% de ce budget économique en le donnant à la main d'un ou d'une vice-présidente à l'ESS et à l'entrepreneuriat social ou à impact en fonction des mots que l'on veut utiliser, tout en laissant bien sûr les entreprises sociales et solidaires accéder aux dispositifs de droit commun, comme c'est déjà le cas actuellement. La région avait quand même permis, l'exécutif actuel avait quand même permis d'ouvrir l'ensemble les dispositifs de droit commun à ces entreprises-là. Donc, on voudrait maintenir ça, mais quand même reconnaître aussi que ces entreprises, leur particulière, aient une vraie plus-value dans le développement territorial de la région, et donc de pouvoir dédier un budget supplémentaire et à hauteur de ce que l'économie sociale et solidaire représente, et avec un vrai portage politique, donc un ou une vice-présidente à l'économie sociale et solidaire. Également, on voudrait que puisse être reconnu de façon plus... Pauline, j'ai envie d'entrer un tout petit peu Pardon ? dans le détail de cette proposition budgétaire. On a un petit temps de latence dans notre connexion tous les deux, mais je voudrais entrer un petit peu plus dans le détail pour vous demander, Oui. on parle de questions budgétaires, il y a les budgets de fonctionnement, il y a les budgets d'investissement. Donc, est-ce que vous faites une distinction entre les deux parce que vous considérez, par exemple, qu'il y a besoin de beaucoup d'investissement, ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que ça n'est que du fonctionnement qui est nécessaire parce que l'investissement fait partie de l'investissement général de la région, en particulier sur l'emploi, sur la formation? Donc, j'aimerais avoir un petit peu votre détail là-dessus. Et puis, j'aimerais aussi savoir si cette part du budget, vous la voyez dépensée sous forme de subventions pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que vous avez envie de sortir du modèle de subvention? Alors, pas forcément. Disons que c'est compliqué de se dire qu'il faut que le mode de financement soit forcément unique, parce que, comme vous l'avez vu sur le premier tour de table, on représente des entreprises qui sont extrêmement diverses dans leur statut et dans leur modèle économique. Et donc, de dire il ne faut que de la subvention ou que de l'investissement, ce serait un peu nier la diversité des entreprises que l'on représente. Le budget économique dans son ensemble rassemble divers types de financement, que ce soit de l'investissement, du fonctionnement ou de la subvention ou d'autres aides. Il peut y avoir des aides sur je ne trouve pas mon mot, mais je le retrouverai à un moment. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir continuer à permettre aux entreprises de l'ESS de bénéficier de ces dispositifs de droit commun, donc que ce soit sur de l'investissement, de la subvention ou autre, ou sur des marchés, l'accès à certains marchés, etc.
Mais c'est également de dédier un budget supplémentaire pour reconnaître, alors voilà, c'est le mot à la mode, mais cette économie à impact, et de pouvoir aussi comment dire, permettre à des entreprises qui sont actuellement dans l'économie qu'on appelle conventionnelle de pouvoir aussi aller vers cette économie à impact parce qu'il y a des budgets supplémentaires qui seraient dédiés à ces entreprises-là qui vont faire attention à leur impact environnemental, à leur ancrage territorial, etc., etc. Merci beaucoup, Pauline. Je vais me tourner vers Ager Kezami pour les Hauts-de-France. Du coup, même question. Quelles sont vos attentes de votre côté vis-à-vis des candidats aux élections régionales? Alors, tout d'abord, vous expliquez que nous, on a une démarche inédite. Donc, c'est inédit que la CRES des Hauts-de-France ait sollicité pour l'ensemble de ses membres et avec ses membres l'ensemble des candidats, donc tout le spectre politique, hein, de la gauche en passant par l'extrême droite. Donc, nous avons écrit à Xavier Bertrand, à Karima Deli. Alors, on a la chance d'avoir un regroupement des gauches qui limite les courriers envoyés. Karima Deli, Monsieur Chenu et le représentant de Debout la France. Donc, il s'agit de 4 candidats à ce stade. Nous avons sollicité un entretien avec ces candidats, donc à la fois avec Xavier Bertrand, Karima Deli, Monsieur Chenu et puis le représentant de Debout la France sur plusieurs aspects. Tout d'abord, je vous disais qu'une politique ESS était construite depuis 4 ans avec l'ancien, les techniciens et les élus du candidat Xavier Bertrand. Nous avons également un élu, 2 élus même dédiés à la question, une conseillère et un vice-président. Et notre volonté n'étant pas de tout reconstruire comme souvent après chaque élection, notre volonté c'est vraiment la poursuite et l'augmentation. Ce qu'on a aussi constaté, c'est que depuis 2 ans, la région et l'État nous impliquent en notre qualité de chambre auprès de toutes les chambres et de tous les syndicats dans tous les réseaux, qu'il s'agit des réseaux de relance, des réseaux liés à l'accompagnement ou autres. Et nous voulons poursuivre cette reconnaissance d'une part, et puis cette implication de notre part. Ce qu'on souhaite également, c'est que comme toutes les régions, l'ESS a été en première ligne de mire du Covid et elle a perdu, comme beaucoup d'emplois. En tout cas, dans les Hauts-de-France, nous avons constaté que pour la première fois en 10 ans, nous avons perdu 3 640 emplois au global, là où en moyenne, nous gagnons entre 2 000 et 4 000 emplois par an. Et donc, nous souhaitons pouvoir avoir un accompagnement, un fonds dédié, une aide spécifique pour pouvoir retrouver, pérenniser cet emploi. Nous ne savons pas dire à l'heure actuelle s'il s'agit de chômage partiel ou de perte sèche. Et c'est notre objectif, c'est vraiment d'augmenter l'emploi, c'est aussi de travailler sur la jeunesse. C'était un des axes de cet appareil et nous souhaitons que soit un axe qui se poursuive. Mon ESS à l'école, l'ESS tout le long de la vie, faire en sorte que l'ESS soit dans toutes les politiques locales et de profiter justement de cette grande région. Donc nous ne sommes pas 15 ou 16 départements, mais 5 départements. Et que de Dunkerque à Château-Thierry, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous pouvons travailler avec l'ensemble des appareils politiques locaux pour pouvoir développer des politiques incitatives à l'échelle locale. Enfin, pour terminer là-dessus, je vous l'avais expliqué, on a un grand dynamisme en termes de création d'entreprises et nous souhaitons faire redescendre au niveau des zones blanches ces créations d'entreprises pour éviter qu'elles soient lillo-lilloises ou amiénoises uniquement, mais qu'elles se reflètent dans toute la région. Merci beaucoup, Ager. Mélanie Tuilier pour la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, même question. Est-ce que vous avez rencontré les candidats? Est-ce que vous avez des attentes particulières en ce moment, compte tenu peut-être du contexte général? J'espère qu'on sort d'une crise grave. Voilà, on vient de traverser des moments difficiles. Quelles sont vos attentes, vous? Alors déjà, on n'a pas encore rencontré les candidats, mais on est en train d'organiser un débat pour l'entre-deux tours. Mais par contre, on leur a adressé une tribune qui est sortie il y a une dizaine de jours et on a mis surtout à disposition, nous, de l'ensemble de nos membres, têtes de réseau, etc., un kit plaidoyer pour les aider à eux-mêmes pouvoir interpeller les candidats. Donc tout ça, c'est en ligne sur le site de la CRES. Donc, n'hésitez pas à y aller. On avait la chance d'avoir en région Nouvelle-Aquitaine une politique dédiée à l'ESS, une politique de soutien assez intéressante, en tout cas, assez engagée, avec une direction de l'ESS au sein du conseil régional. Donc, à minima, on souhaite que cette politique soit réaffirmée.
Oui, parce que ce n'est pas le cas dans tous les conseils régionaux d'avoir une direction spécifique sur l'ESS, hein, donc c'est intéressant de le mentionner. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos interpellations. On souhaite que cette direction soit réaffirmée. Donc, on avait aussi une vice-présidence et un délégué à l'ESS. Donc, ça aussi, hein, un élu dédié, ça nous paraît indispensable aujourd'hui, vu le poids et ce que représente l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. Bien sûr, mais ça a été évoqué par mes collègues, la question du budget dédié à l'ESS, hein, à la hauteur de ce que représente l'ESS aujourd'hui et ses ambitions aussi de développement. Il est aussi dans cette logique aussi d'élus et de renforcer le poids de l'ESS et la place de l'ESS dans la politique régionale. Ça pose la question des schémas régionaux de développement économique, les SRDE2I, sur lequel on avait, donc sur la précédente mandature, beaucoup travaillé à ce que l'ESS soit bien pris en compte dans ces schémas régionaux de développement. Donc ça aussi, hein, on est très attaché à ce que ça garde et voir sa place soit renforcée au sein de ces SRDE2I. Et puis, la question de la région comme tête de file du développement économique. On a vu depuis la loi NOTRe aussi la question de la contractualisation, puisque la compétence économique, elle est aujourd'hui beaucoup entre les mains de la région. Mais du coup, il y a tout un tas de contractualisations qui ont eu lieu avec les EPCI. Et on voit que malheureusement, bien souvent, l'ESS a été mal appréhendé dans ces contractualisations ou insuffisamment appréhendé. Et pour nous, il y a un enjeu fort à ce que la région soutienne aussi la place de l'ESS dans ces contractualisations. On a un exemple très réussi et très récent d'une convention entre la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde, Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux sur l'ESS. Voilà, c'est tout à fait l'exemple de ce qu'on aimerait voir s'essaimer un peu partout entre la région et les EPCI. Et une dernière idée, enfin 2 dernières idées qui me paraissent importantes, c'est qu'on part, nous, du principe que le développement de l'ESS, il passe par le développement des territoires et que c'est à cette échelle-là que les choses aussi se jouent et que du coup, on doit être dans des dynamiques ascendantes. On a parlé beaucoup PTCE depuis le début de ces échanges. Pour nous, il faut que la région soit aussi en soutien de ces dynamiques territoriales, d'écouter ce qui se passe sur les territoires, de le soutenir. Donc ça, c'est un axe fort aussi que l'on souhaite voir porter dans ces élections régionales. Et dernière chose, la question de la commande publique. Il nous paraît important aussi que la place de l'ESS dans la commande publique soit renforcée. Aujourd'hui, un certain nombre de collectivités, dont les régions, ont développé des SPASER. Il nous semble qu'aujourd'hui, l'ESS est insuffisamment, ou en tout cas a vocation à être avec des enjeux et des objectifs plus forts au sein de cette commande publique qui nous paraît être un levier, notamment au lendemain de cette crise, de développement de nos structures de l'ESS sur notre région. Et c'est vrai que ça, c'est une demande de longue date chez la majorité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La commande publique, c'est vraiment un levier d'action très fort. Merci Mélanie. Christian Auger, en Bretagne, même question. Quelles sont vos attentes à vous vis-à-vis des candidats aux élections régionales et départementales d'ailleurs? Alors, nous, on veut inscrire cette future mandature dans une continuité de ce qui s'est passé dans les précédentes mandatures, quelle que soit d'ailleurs la liste qui sera majoritaire, parce qu'en Bretagne, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à lire. Mais bon, c'est pas très grave. Pardon ? Il n'y a pas que chez vous que c'est compliqué à Oui, lire. oui. Voilà. Autant ça pouvait l'être assez simplement, enfin, ça pouvait inclure assez simplement les précédentes élections. Cette fois-ci, c'est un petit peu compliqué. Non, mais nous, en fait, l'histoire entre le conseil régional et puis l'économie sociale et solidaire, elle date de 2004 avec quand même des phases d'accélération. Hein, on a construit un certain nombre de choses au point où aujourd'hui, l'actuelle majorité dit que nous avons une feuille de route commune. Hein, donc, c'est intéressant. Et cette feuille de route commune, en fait, elle est décrite dans la stratégie régionale ESS, hein, qu'on construit entre l'État, la région, la CRES, avec les autres acteurs. Mais les 3 pilotes, ce sont ceux-là. Et c'est vraiment cette continuité-là qu'on s'inscrit. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont déjà dit en termes de représentation d'élus, voilà. Mais ce qui est important, nous, il y a
peut-être deux points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le maintien de tout l'écosystème qui est en place. Hein. La Bretagne a pour particularité d'avoir un maillage territorial avec des pôles ESS. Il y a 19 pôles ESS en Bretagne. Il y a 4 tags qui sont grosso modo des incubateurs, des propulseurs, comment je veux dire, d'activités collectives et d'innovation sociale. Hein. Donc tout ce maillage-là, mais autour duquel il y a aussi d'autres réseaux de l'ESS comme Bretagne Active, les coopératives d'activité et d'emploi, l'Union régionale des SCOP, mais aussi des pouvoirs publics avec des métropoles, avec des départements, avec des EPCI. Tout ça fait un maillage qui travaille ensemble et en fait, on va attendre de la nouvelle majorité, qu'elle s'inscrive dans cette logique-là, et puis qu'elle en assure un peu le rôle de chef de file. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire. Hein. Il y a du travail à faire en termes de structuration. Hein. Alors, il est déjà commencé avec beaucoup de PCI qui commencent à se structurer autour de l'économie sociale et solidaire, mais il y a encore des inégalités territoriales. Et pour ça, ben, il faut que la région se mouille, il faut que la région s'implique. Hein. Alors, ça fait partie des choses qu'on leur demande. On est en train de se dire que ce serait intéressant que les grosses collectivités de la région, qui à peu près toutes s'occupent de SS, formalisent des temps de rencontre entre elles pour pouvoir développer cette partie-là. Vous voyez, on a comme ça, on est vraiment dans une continuité de ce qui se fait et on ne doute pas parce qu'on va rencontrer au moins les principaux têtes de liste, on ne doute pas que ça va se mettre en place et quel que soit le résultat des élections. Une petite parenthèse, parce que vous êtes plusieurs à avoir utilisé l'acronyme EPCI. Pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont donc les établissements publics de coopération intercommunale. Voilà. Et Christian, pardon, j'ai envie de vous poser une question un petit peu plus politique, du coup, parce que donc vous nous parlez de ce que vous avez envie qui perdure, mais on est pour l'instant en phase amont des élections. Vous discutez avec les candidats. Est-ce que vous discutez de la même façon avec tous les candidats? Est-ce que vous vous sentez entendu de la même façon? Et j'ai même envie d'aller plus loin. Est-ce que la collaboration avec les collectivités que vous avez déjà vécues ces dernières années, est-ce qu'elle change selon la couleur politique des collectivités en question? Alors, oui, il y a deux questions dans celle-là. La première, nous avons, alors c'est la troisième fois où nous faisons des interpellations aux candidats. Hein, les troisièmes élections régionales où nous le faisons, on interpelle que les candidats des listes républicaines avec lesquels on se sent une communauté de valeurs. Hein, ça veut dire des gens à droite, des gens à gauche, mais on ne va pas interpeller, par exemple, l'extrême droite. Hein, c'est extrêmement clair, c'est un choix politique de la part de la CRES. Hein, et après, si vous voulez, bon, ben, il y a aussi deux types de listes. Hein. On sait qu'il y a des listes qui ont des moyens de faire campagne, des moyens de rencontrer les gens. Puis il y a des listes plus petites qui n'ont pas forcément des moyens, qui sont assez mal, qui sont pas très bien structurées. Et puis en plus avec une campagne qui se déroule, alors on ne sait pas bien si on est en campagne, si on n'est pas en campagne, on est un peu dans un entre-deux. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous on a envoyé une plaquette qui a été co-construite avec les acteurs de l'économie sociale à tout le monde, hein, sauf au Rassemblement national. Et puis, on va rencontrer, enfin, de façon certaine, c'est déjà commencé. Il y en a qu'on a déjà rencontrés, d'autres rendez-vous qui sont fixés, au moins les 4-5 plus grosses, celles qui aujourd'hui font un peu la course en tête, en sachant que pour les autres, c'est pas qu'on ne veuille pas les rencontrer, c'est que très souvent, ils n'en ont pas eux-mêmes les moyens. Hein. Voilà. Et puis alors je sais pas. La couleur politique, effectivement, des collectivités. Voilà, alors sur la deuxième question, je vous ai dit tout à l'heure que ça datait de 2004, l'histoire de l'ESS avec le conseil régional, enfin tout du moins son accélération. Bon, ceux qui connaissent un peu la région Bretagne savent que c'est le moment aussi où la région bascule.
hein. La région passe à gauche en 2004 avec Jean-Yves Le Drian qui devient président de la région. Donc, ce n'est pas un hasard. Hein. Alors, on arrive à travailler avec des collectivités locales de couleurs différentes. Mais il faut savoir qu'en Bretagne, le personnel politique, c'est un personnel politique démocratie chrétienne de droite ou de gauche. Et pour ces gens-là, les corps intermédiaires, ça a de l'importance. Hein. Aujourd'hui, Isabelle Le Callennec, la tête de liste de la liste Les Républicains, par exemple, ça lui est arrivé de monter à la tribune de l'Assemblée en parlant de Macresse. Vous voyez, donc voilà, donc elle sait de quoi elle parle. Donc, alors, bon, après, il y a un certain nombre de territoires sur lesquels c'est plus compliqué. Hein. Il y a des départements, par exemple, bon, dans lesquels c'est plus compliqué. On a vu un changement de majorité aux dernières élections départementales dans les Côtes-d'Armor. Depuis, je dois avouer que la politique ESS, en général, hein, elle est en difficulté. Et d'ailleurs, ça se traduit dans l'emploi. Hein, ça se voit. Hein. Voilà, donc on a quand même des disparités, mais on arrive à travailler notamment en termes de PCI, je peux reprendre l'acronyme maintenant que vous l'avez décliné, en termes de PCI, on arrive à travailler avec tout le monde, parce que tout le monde voit bien que le développement de l'ESS est une part fondamentale du développement économique du territoire et de l'animation, de l'aménagement et de l'animation du territoire. Merci Christian, c'est intéressant de comprendre comment ça se passe effectivement du côté des directeurs de CRES. Mélanie Thuillier pour la région Nouvelle-Aquitaine, du coup, c'est un petit peu la même question. Voilà, comment est-ce que vous travaillez, vous, avec les élus? Alors, je sais par exemple que la loi de 2014 a prévu de mettre en place une conférence régionale de l'économie sociale et solidaire qui pousse le conseil régional à mettre tous les acteurs autour de la table pour travailler ensemble. Est-ce que ça s'est bien passé jusqu'ici? Est-ce que vous, si la majorité change, est-ce que ça se passera bien selon vous? Comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine pour vous? Alors, jusqu'ici, tout s'est très bien passé. Effectivement, nous, et d'ailleurs, ça pourrait être aussi j'aurais pu le rajouter dans la liste des revendications auprès des candidats. C'est pour nous, la conférence régionale, c'est une étape importante de bilan et de construction d'une stratégie à venir. Et c'est un espace de concertation, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin de pouvoir échanger avec la région, de pouvoir concerter les acteurs aussi dans ces moments-là. Donc, la conférence régionale nous sert à ça. Donc, là, on parle de la région, mais la conférence régionale, c'est aussi un outil d'État. On est sur une organisation, une co-organisation État-région. C'est de là qu'on travaille une stratégie régionale vraiment dédiée à l'ESS et sur lequel on peut s'appuyer après tout le long de la mandature. Donc oui, effectivement, le côté un peu rassurant, c'est que c'est inscrit dans la loi. Donc, même si les majorités changeaient, j'ai tendance à espérer que l'outil perdurera. Maintenant, effectivement, on sait bien que s'il n'y a pas un engagement aussi un peu politique autour de cette conférence, elle peut être un outil intéressant comme juste un événement sur lequel voilà, on peut être plus ou moins associé. Voilà, nous, on est partie prenante, co-organisateur de cette conférence. On avait 800 participants à la dernière qui s'est tenue en décembre, donc j'ai tendance à penser que c'était un événement quand même qui a été bien suivi, où les acteurs se mobilisent vraiment. D'ailleurs, on est plutôt sur les 3 dernières conférences sur une augmentation du nombre d'acteurs présents, puisqu'on était sur 300 la première conférence, 500 et la 800. Donc, on voit qu'on est quand même suivi avec des thématiques qu'on souhaite avec la région, qu'on partage sur les choses qui animent les territoires aujourd'hui, alimentation, revitalisation, etc. Donc oui, ça fera partie des choses sur lesquelles on sera aussi très attentif suite aux élections, à ce que cet outil reste un outil de concertation et de construction, de co-construction d'une stratégie dédiée à l'ESS. Et est-ce qu'une CRES comme la vôtre regarde la couleur politique des collectivités avec lesquelles elle travaille avant de se mettre à travailler, ou comment ça se passe dans votre tête et dans vos actions? Alors, est-ce qu'on regarde on regarde surtout l'appétence à l'ESS. Alors, je rejoins forcément ce qui a été dit. Il y a forcément un impact de la couleur politique. Mais parfois, même dans ce qui nous paraît être des couleurs politiques compatibles, on voit qu'il n'y a pas forcément une compréhension, un intérêt, une appétence. Donc,
Donc forcément, on va plutôt, donc on est une grande région, ça a été évoqué. On a eu quelques grands changements politiques, notamment à l'échelle des municipales l'année dernière, qui fait qu'il y a un espèce d'engouement aussi d'un grand nombre de collectivités autour de l'ESS. Donc on est plutôt à répondre aux sollicitations aujourd'hui. Donc ça, c'est voilà, on ne s'en plaint pas en tout cas. Mais effectivement, on voit bien que l'approche d'élection, quelle qu'elle soit d'ailleurs, fragilise toujours un peu les acteurs. On passe de l'inquiétude derrière à la sécurisation. Et puis du coup, oui, on y regarde forcément. Mais du coup, on part du principe que ça ne devrait pas, en fait. Voilà. Merci Mélanie. Ager Kezami, alors les Hauts-de-France, c'est un territoire évidemment scruté de très près avant le scrutin, parce qu'il y a la montée du Rassemblement national, évidemment, qui mobilise des ministres à l'appel sur les différentes listes électorales en ce moment. Est-ce que cette montée du Rassemblement national complique votre travail, Ager Kezami? Alors, malheureusement, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première élection où le Front National, en tout cas en termes d'élection régionale, arrive soit en tête, soit en shortlist, notamment avec Xavier Bertrand la fois dernière. J'ai coutume de dire, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que l'ESS est une économie à l'échelle très locale. C'est ce que vient de dire Mélanie et c'est ce qu'a dit exactement aussi Christian. Et donc à l'échelle d'une collectivité, d'une PCI, voire d'une ville. Nous avons déjà, nous, des collectivités Front National. Nous avons par exemple la CAC, la communauté de communes d'Hénin-Carvin, Hénin-Beaumont-Carvin, le fameux Steve Brévois, avec lesquels nous travaillons. Puisque moi, je suis directrice, j'ai donc une échelle opérationnelle et non pas politique. Et lors de la crise, cette collectivité nous a sollicité pour l'aider à mettre en place un plan de relance pour l'ESS. Elle a compris l'importance et l'intérêt que revêtait l'ESS sur son territoire. Et donc, au-delà de la question politique, moi, ce que je regarde, c'est quel est l'ESS sur le territoire, qui ça concerne, comment on peut aider, puisque je pense que plus l'ESS sera forte sur un territoire, plus ces questions liées au Front National et notamment à ce que ça engendre, c'est-à-dire des questions peut-être de problématiques de cohésion sociale, des problématiques de vivre ensemble, des problématiques de l'autre, peut-être qu'elles disparaîtront avec le faire. Et donc, c'est pour ça que nous avons choisi, nous, quand je dis nous, la CRES n'est que ses membres, et que ses membres ont choisi de s'adresser également à M. Chenu, dans le cadre du courrier. Peut-être parce que ça représente aussi une menace et qu'il y a un potentiel électoral assez important et qu'il faudra composer par ailleurs avec toutes les forces en puissance. Sur ce dernier volet… Est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que pas vous encore. sentez une appétence chez lui autour de l'ESS ou vous ne savez Pas pas? encore. Pas D'accord. encore. Nous allons relancer sur LinkedIn et les réseaux sociaux l'ensemble des candidats qui ne nous ont pas encore répondu. Donc, nous avons eu un retour de la part de M. Xavier Bertrand. Nous avons un retour de Mme Karima Deli également. Et nous attendons un retour des 2 autres candidats que nous solliciterons au même titre que les autres candidats. Par ailleurs, peu importe l'échelle politique, j'ai entendu des idées reçues de l'ESS, de la part de tous bords politiques, comme quoi c'est une économie ultra subventionnée, qu'elle ne concerne que le social, qu'on ne parle que de réfugiés ou de chômage. Et donc, mon but, à moi, c'est de lutter contre les idées reçues et de composer pour créer de l'emploi sur tous les territoires, qu'ils soient FN ou non. Très bien, merci beaucoup Ager. Pauline Petot, pour terminer, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors bon, on entend bien là dans les propos qui sont tenus que une chambre régionale de l'ESS, elle est par définition apolitique. Voilà, elle travaille un peu avec tout le monde, même si c'est pas forcément toujours facile de se positionner. Qu'est-ce qu'il en est chez vous? Parce qu'une CRES, si elle est apolitique, c'est pas forcément le cas de tous les acteurs de l'ESS. Évidemment, eux, ils ont des engagements. Pauline. Oui, alors c'est vrai que les acteurs de l'ESS, alors les personnes qui travaillent dans les organisations de l'ESS ont forcément des engagements, peut-être même plus dans l'économie sociale et solidaire, du fait de l'essence même de ces mouvements, etc., où on voit bien que c'est aussi toutes ces initiatives citoyennes et la mobilisation de la société civile qui ont fait aussi émerger et qui ont développé
pour partie les différents types d'organisations de l'économie sociale et solidaire qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées, qui sont militantes, qui sont salariées d'une structure et puis bénévoles dans une autre, parfois membres d'un conseil d'administration, parfois membres d'un bureau. On a aussi au sein des CRES et d'autres organisations des personnes qui peuvent être de différents bords politiques aussi et qui sont engagées pour certaines dans des élections locales. Moi, je le vois au sein de la CRES, on a eu aux dernières élections municipales et métropolitaines des administrateurs qui sont devenus conseillers municipaux. Voilà, donc c'est la réalité des CRES et des entreprises sociales et solidaires, mais comme d'autres entreprises d'ailleurs. Et pour moi, on est tout à fait en mesure de faire la part des choses, c'est-à-dire que quand on parle au nom de la CRES, eh ben on parle au nom de la CRES, et puis quand on parle en son nom propre, on parle en son nom propre, et je pense que chacun, l'ESS, c'est parce qu'on partage un certain nombre de valeurs et une vision des transitions environnementales et sociales qu'on veut porter, mais pour autant, chacun est capable de faire la part des choses et de parler de façon professionnelle quand on est là à titre professionnel et de façon personnelle quand on interpelle à titre personnel les candidats. Donc pour moi, c'est plutôt même une richesse que de pouvoir aussi brasser différentes visions politiques et qui nous permettent de construire un discours qui est aussi qui représente cette diversité de l'économie sociale et solidaire et qui permet d'englober un maximum de visions que peuvent partager les citoyens qui s'intéressent de plus en plus à l'ESS, les jeunes, les moins jeunes, et du coup voilà, moi je trouve que c'est plutôt une richesse et que c'est pas voilà, chacun est assez pertinent dans ces différents rôles pour pouvoir faire la part des choses le moment venu. Merci Pauline. Je vous propose qu'on aille voir rapidement du côté des questions du public, les questions qui ont été posées dans le chat, pour voir un petit peu voilà, sur quoi est-ce qu'on vous interroge. Et c'est Manon Bozek de Mediatico qui va faire rapidement une petite synthèse des questions clés auxquelles on n'a pas déjà répondu, évidemment. Manon, le micro est à toi. J'ai retenu deux questions, une vraiment, dans le cadre des élections régionales qui était très intéressante, je trouvais, sur le sujet des monnaies locales. Est-ce que vous pensez que dans l'optique des élections régionales, ça peut être un levier de relocalisation? Et bien sûr, toujours en lien avec l'ESS. Et j'ai retenu une deuxième question, plutôt pour terminer la boucle et faire le lien avec la République de l'ESS. Est-ce que donc les CRES vont impliquer leurs adhérents dans la République de l'ESS? Et si oui, comment? Voilà, c'est des questions auxquelles vous pouvez tous les quatre répondre. Donc Frédéric, je te laisse redistribuer la parole. Merci Manon. Oui, parce que tout à l'heure, on a eu la réponse de Jérôme Sadier sur comment la République de l'ESS est déclinée au niveau régional, mais c'est intéressant d'avoir aussi votre réponse à vous. Qui veut commencer par répondre sur les monnaies locales d'abord? Alors, Mélanie, allons-y. Du coup, parce que c'est moi qui ai abordé le sujet, effectivement, on est convaincu que la question des monnaies locales est un enjeu fort des élections d'ailleurs régionales, départementales, enfin à tout niveau de collectivité. Je vous invite à regarder l'étude qu'a produit le mouvement SOL, qui est un mouvement de monnaie locale qui regroupe une quarantaine de monnaies locales. Ils ont un visuel qui pourrait faire office de plaidoyer d'ailleurs, que je trouve très intéressant et très pertinent, et qui du coup peut alimenter ces arguments, enfin ces éléments-là autour des questions forcément, la monnaie locale comme un moteur de relocalisation de l'économie. Je l'ai évoqué tout à l'heure, circuit court, tourisme, dynamique territoriale, citoyenneté aussi, puisqu'on est vraiment dans une participation, un engagement citoyen. Donc voilà, effectivement, je partage tout à fait cette réflexion et du coup, pour avoir plus d'éléments, le mouvement SOL en parle beaucoup mieux que ce que je ne pourrais le faire. Et du coup, sur la participation régionale des acteurs de l'ESS à la République de l'ESS, il y a des choses qui se mettent déjà en place chez vous?
Oui, alors nous, on organise cette année le Forum national de l'ESS et de l'innovation sociale à Niort, donc qui aura lieu le 19, 20 et 21 octobre. Donc, il y aura un temps fort sur la République de l'ESS. Mais avant ça, on organise avec la chaire ESS de Sciences Po à la rentrée un agora aussi, alors qui est en cours de construction, donc je ne vais pas trop m'avancer dessus, mais donc il y aura un agora à ce moment-là qui viendra alimenter la République de l'ESS. Et puis après, du coup, on communique aussi sur la plateforme, sur la mobilisation. On a des membres en Nouvelle-Aquitaine qui sont d'ailleurs assez investis au sein de la République. Je pense à Timothée Duverger notamment. Mais voilà, du coup, ça fait partie un peu de la manière dont on va, et puis on en parlera aussi, je pense, lors de notre Assemblée générale qui aura lieu le 6 juillet. Voilà. Merci Mélanie. Je vois que Ager faisait oui de la tête. Bah oui, parce que la chaire ESS de Sciences Po, voilà, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous travailliez avec eux aussi. Racontez-nous un petit peu, vous, voilà, comment est-ce que vous associez territorialement les acteurs de l'ESS à la République de l'ESS. Et puis, je ne sais pas s'il y a des monnaies locales chez vous, d'ailleurs, vous allez peut-être nous en parler. Alors, c'est une question qui est portée par nos membres, la monnaie locale par la PES, notamment sur la métropole urbaine de Lille, qui travaille sur cette question de monnaie locale depuis un moment, notamment sur les circuits courts aussi, et sur la démocratie participative. Les élections ont mis en stand-by, alors nous avons des élections tous les ans dans ce pays, et donc les élections dernières ont mis en stand-by, puisque nous n'avons plus d'élus dédiés à l'économie sociale et solidaire à la MEL, mais un élu économique sur l'ensemble du pan économique. C'est à notre avantage, mais aussi à notre désavantage sur certains aspects. Donc voilà, ce n'est pas une question que traite la CRES directement, la question de la monnaie locale. Sur la question de la République de l'ESS, nous avons effectivement notre bureau qui est impliqué au niveau national, donc ma présidente Peggy Robert sur ces questions, mais nous avons aussi nos représentants tels que Aesio, justement, Pascal Calmin, qui est présent aujourd'hui, sur également un temps fort en fin d'année sur cette question justement de l'ESS et des territoires, et une question qui sera en plus post-électorale et pré-électorale nationale cette fois-ci. Je vous le disais, nous avons des élections tous les ans. Donc voilà comment nous nous impliquons sur cette question. J'ai également vu une autre question dans le chat qui était de savoir comment on travaillait entre les CRES. Absolument. Alors, on travaille entre les CRES par thématique. On a des thématiques qui nous concernent. Oui. Je pense à l'Europe, par exemple, les fonds européens qui vont arriver. C'est la question d'une CRES à l'autre. Est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous travaillez ensemble? Sur quoi vous travaillez ensemble? C'était ça la question de fond. Ouais. On travaille sur des thématiques en fait ensemble. On identifie des thématiques qui concernent plus l'ESS et à l'échelle locale. Donc l'ESS des Hauts-de-France n'est peut-être pas la même façon, la même représentation que l'ESS de PACA ou l'ESS de Bretagne. Mais l'ESS de Bretagne est à part entière de toute façon. C'est une région qui n'a pas évolué. donc voilà. Mais on identifie des thématiques. On parlait des marchés publics. On parlait de l'accompagnement à la création d'entreprises. On parlait des fonds européens qui arrivent très fort. Quand on développe, par exemple, une action particulière ou quelque chose de particulier, on essaie de disséminer ailleurs et d'accompagner pour cette dissémination. On travaille aussi ensemble autour de grands temps forts. Mélanie parlait de Niort, du temps fort de Niort, par exemple, où toutes les CRES travaillent autour. Et puis, c'est surtout OSS France qui est notre tête de réseau et qui nous permet de nous fédérer, de nous structurer, de travailler ensemble, aussi de travailler avec nos membres ensemble, puisque nos membres sont parfois communs à l'ensemble des CRES. On va lui repasser la parole à Jérôme Sadier dans une minute. Mais juste pour terminer, Christian Auger et Pauline Petot, de votre côté, voilà, est-ce que vous voulez réagir aussi? Moi, juste dire à Gère qu'on rediscutera de sa phrase quand même. La Bretagne n'a pas évolué. J'ai envie de comprendre ce qu'elle veut dire quand même parce qu'elle a. Voilà. Non mais blague à part. Non mais on se connaît effectivement très bien. On a fait. Alors, il faut savoir que les CRES, c'est une histoire régionale ascendante. C'est-à-dire qu'en fait, chaque CRES s'est construit avec ses particularités territoriales et son histoire territoriale. Mais il y a une bonne dizaine d'années, maintenant un peu plus, on a travaillé à la cohérence du réseau, en travaillant sur nos missions, en travaillant sur des statuts communs, en travaillant sur des lieux de rencontre, les présidents de CRES se rencontrent, les directeurs de CRES se rencontrent, et tout ça, c'est animé par ESS France. Donc, qui aujourd'hui est notre tête de réseau au niveau national, le lieu dans lequel on se retrouve pour travailler sur les fameuses thématiques dont Ager parlait. Merci Christian. Pauline Petot, pour terminer.
Moi, je trouve que mes collègues ont tout dit, donc je n'ai rien à rajouter, mais voilà, si sur l'intercresse, juste appuyer sur, effectivement, on se connaît, on échange via notre tête de réseau, et puis aussi quand on a besoin d'échanger peut-être plus en bilatéral sur des sujets spécifiques en fonction de nos actualités et des projets qu'on développe, parce que voilà, chaque crèche, comme l'a dit Christian, hein, s'appuie sur ces réalités territoriales pour développer les actions pertinentes. Donc en fonction, les liens se resserrent avec certaines crèches et puis avec d'autres, etc. Et que c'est un travail très important, cet échange entre crèches, alors au niveau des directions, mais aussi au niveau des chargés de mission, où moi, bon nombre de mes collègues ont des échanges peut-être même plus réguliers que moi avec leurs homologues en région, et que ça permet vraiment de s'imprégner des bonnes pratiques, des bonnes idées, et puis des fois de lever quelques difficultés, de faciliter la réflexion. Il y a un vrai travail de mise en commun et de partage d'outils, et je trouve que c'est très agréable de travailler de cette façon-là. Donc voilà, c'était juste un petit complément. Merci Pauline. Alors je vais passer la parole à Jérôme Sadier pour une petite prise de parole conclusive. Alors je ne sais pas Jérôme si vous voulez réagir sur la dimension politique avant les élections régionales. On a parlé voilà, de l'éventail de l'offre politique qui peut être compliquée parfois pour certaines crèches, ou si vous voulez parler plus de la façon dont les crèches travaillent ensemble et dont vous allez continuer à les faire travailler. Voilà, un petit mot de la fin Jérôme. Écoutez, c'est gentil. Merci d'abord aux directeurs de crèches qui ont bien voulu partager leurs expériences. Il manquait peut-être la crèche Île-de-France parce qu'en fait, la crèche Île-de-France a une présidente de région prédestinée puisque ça s'appelle Pécresse, mais c'est pas tout à fait sûr que ce soit suffisant pour expliquer en quoi la région Île-de-France a de l'ambition pour l'ESS, même si elle en a quand même. Pardon pour la blague un peu nulle. Non, écoutez, Jérôme, sur la région Île-de-France, c'est qu'on a fait, Mediatico a fait un événement avec la... Oui, je sais bien. Je l'ai suivi, même Frédéric. Donc, oui, pour tout le monde, comme ça vous le saurez. C'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas venus. Mais vous pourrez retrouver cette vidéo sur mediatico.fr également. Mais je vous laisse continuer, Jérôme. Exactement. Non, écoutez, non, juste des réactions en vrac, en fait, par rapport au débat. Il y a eu notamment des échanges sur la question des subventions. Moi, j'avoue que j'enrage un peu quand j'entrevois le fait que dans les questions ou les interventions des uns ou des autres, on laisse entendre que l'ESS est une économie subventionnée. C'est pas l'ESS qui est subventionné, ce sont certaines de ces activités qui le sont, et à bon droit. D'abord parce que la subvention, c'est pas mal, c'est de l'argent qui appartient à l'ensemble des concitoyens, et l'utilisation de cet argent collectivisé, il n'est pas collectivisé pour donner des subventions, hein. Il est collectivisé par choix public, en fait. Et donc, en fait, l'usage de cet argent doit ensuite être fait dans les meilleures conditions possibles d'intérêt général. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'activités d'intérêt général qui sont assumées par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde d'autres qui sait faire ou qui a envie de faire. Donc, heureusement que l'économie sociale et solidaire le fait. Donc, pour ces activités, notamment, les questions du subventionnement ne posent pas, à mon avis, de problème de principe. Et parfois, poser la question consiste finalement à souligner le fait qu'il n'y a pas de modèle économique, alors que par ailleurs, la subvention est un des éléments d'un modèle économique et elle n'est pas moins contestable que l'activité marchande en tant que telle. Accessoirement, l'ESS est moins subventionné que le reste de l'économie. Parce que si vous vous intéressez à la façon dont beaucoup d'autres secteurs d'activité économique sous des formes entrepreneuriales plus conventionnelles, capitalistiques donc, bénéficient de différentes catégories d'aides, que ce soit d'aide de l'État ou des collectivités, aide directe, crédit d'impôt, crédit impôt recherche en particulier. En fait, il y a beaucoup de secteurs en France qui sont des fleurons qui n'existeraient pas sans la subvention, que ce soit l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, et j'en passe, c'est des meilleurs. L'industrie pharmaceutique, juste pour rigoler par rapport au contexte. Donc, parfois, il faut mettre aussi les choses un peu d'aplomb, hein, rappeler quelques réalités. L'ESS est beaucoup moins subventionné que le reste de l'économie, avec un effet d'intérêt général qui paraît par contre un peu plus facile à démontrer. Ça, c'est sur le premier point. Pardon, je suis un peu vif sur le sujet, mais parfois ça m'agace. Deuxièmement, sur les compétences territoriales, bon là on parle des régionales, mais on aurait pu parler des départementales aussi, à vrai dire. Moi, j'ai un regret, mais qui est partagé, y compris par le RTES, hein, c'est que
en fait, on se focalise sur le niveau régional, et je ne vais pas le dire le contraire devant des directeurs de Crèce, mais l'ESS ne peut pas se résumer à la politique menée par un conseil régional. Enfin, le soutien au développement territorial de l'ESS ne peut pas se résumer à ça. Il se trouve que la loi NOTRe a un peu figé les choses au profit de la compétence régionale parce qu'elle a la compétence de développement économique, mais après tout, l'ESS n'est pas que du développement économique non plus, en fait. Et dans les politiques d'autres types de collectivités territoriales, et c'est pas mal, c'est pas parce que c'est divers que c'est mal, il y a d'autres leviers, en fait, pour développer l'ESS. Alors parfois, ça ne sera pas officiellement une politique de soutien à l'ESS, mais une politique de soutien à un type d'activité en particulier. Parlez-en au département. Comment les départements font pour activer leur politique publique? Parce qu'en France, on est des grands spécialistes de la définition des politiques publiques, sauf que, fort heureusement, il n'y a pas que des fonctionnaires pour les mettre en œuvre, les politiques publiques. Et souvent, notamment dans le domaine de la cohésion sociale, ce sont des acteurs de l'économie sociale qui mettent en œuvre ces politiques publiques. Demain, dans les politiques de transition écologique, je suis persuadé que ce seront d'abord des acteurs de l'économie sociale qui le feront également. Donc, ils correspondront à des objectifs de politique publique, mais conçus par d'autres types de collectivités que les seules régions, et que ce soit sur le plan de la cohésion sociale, là où là, pour le coup, on est en plein cœur des compétences des départements, ou sur l'aménagement du territoire, où les départements, et notamment en milieu rural, ont un rôle qui est stratégique. Et puis, le dernier point, mais c'est Christian qui m'y a fait penser tout à l'heure en évoquant la nature du personnel politique de la Bretagne. Alors, je ne veux pas épiloguer sur le sujet parce que je pense qu'on aura débat, mais le plus important, à mon avis, au-delà des étiquettes politiques, c'est la reconnaissance de ce qu'est la société civile organisée et des corps intermédiaires, quelles que soient les traditions des uns et des autres. Je pense que dans d'autres régions, la tradition du mouvement ouvrier comptera aussi de la compréhension de certains types d'acteurs. Je pense que le vrai déterminant, il est là. On a beaucoup trop de responsables politiques de quelque niveau que ce soit. Je ne parle pas du niveau intellectuel, je parle du niveau de responsabilité territoriale ou nationale, qui pensent qu'ils vont faire tout seuls, et qu'ils ont tout seuls les réponses et qu'ils ont tout seuls les moyens. Ben, c'est faux. Ça n'existe nulle part, ça, en fait. Donc, la question, c'est de savoir si on a des interlocuteurs politiques, quelles que soient leurs étiquettes à ce stade, même si j'ai quelques restrictions partagées avec d'autres ici, est-ce qu'ils ont de la considération pour ce qui ne vient pas d'eux, déjà, d'abord pour commencer en termes d'idées, et est-ce qu'ils ont de la considération pour le fait que ce qu'ils aimeraient pouvoir faire en tant que recette publique, qui rendent des comptes aux électeurs, puisse être fait avec des citoyens sous différentes formes. Ça, c'est un vrai sujet. Et pour le coup, le répondant n'est pas toujours identique d'une région à une autre ou d'une liste de candidats à une autre. Ça, je pense qu'on l'observe assez régulièrement. En tout cas, je vous remercie pour le débat. Merci beaucoup, Jérôme Sadier, pour cette prise de parole conclusive. Je rappelle que vous êtes le président d'ESS France. Merci Mélanie Thuillier pour la Crèce Nouvelle-Aquitaine. Merci Christian Auger pour la Crèce Bretagne, Ager Casami pour la Crèce Hauts-de-France et Pauline Petot pour la Crèce Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous les participants à ce débat, un débat que vous allez pouvoir retrouver évidemment en vidéo sur mediatico.fr, un média en ligne pour lequel vous pouvez vous abonner à partir de 5 € par mois pour pouvoir accéder à l'ensemble des contenus. Je vous dis à très bientôt.